Et là, il me fait lire le livre Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Moi, je viens d'accoucher, ça fait 2 jours. Je reçois ce livre-là. Je dors pas pendant 3 jours parce que j'allaite, puis je lis ça, puis je suis passionnée. Puis là, j'appelle mon père, puis je dis, tu sais, on, on peut pas être 1500 dans cette organisation-là, puis être 30 à avoir mal au ventre le soir, là. Il faut libérer quelque chose. Tu sais, là, on parlait de libération des entreprises, mais pour nous, qu'est-ce que ça voulait dire? C'était libérer l'énergie, les idées, les décisions. Tu sais, on peut pas être 4-5 en haut qui décident. On a besoin d'intelligence de tout le monde. Puis nous, on voyait que l'avenir de Morneau, elle passerait par ça. Bonjour et bienvenue à Meilleur humain, meilleur monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Si vous aimez ce que vous voyez aujourd'hui, on vous invite à laisser un petit pouce en l'air sur la vidéo et pourquoi pas aller vous abonner à notre chaîne YouTube du même nom, Meilleur humain, meilleur monde. Et on est disponible évidemment sur toutes les autres plateformes. On a la chance aujourd'hui d'avoir comme invité Catherine Morneau du groupe Morneau. Également avec moi, comme toujours aujourd'hui, mon associé Normand Chadwick. Mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico, Finances humaines, et on donne des conseils à des gens comme Catherine. Catherine, merci beaucoup d'avoir fait une petite place dans ton horaire, dans ton agenda pour venir partager avec nous aujourd'hui, venir discuter. Vraiment bienvenue sur notre plateau, si je peux dire ainsi. Ben merci beaucoup. Je suis super contente d'être là. Puis j'ai pas été dure à convaincre quand j'ai vu meilleur humain, meilleur monde. C'est quelque chose qui me parlait instinctivement. Tant mieux, excellent, excellent. Catherine, on va lire quelques petits morceaux qu'on a trouvés ici et là sur le net, mais on va te demander aussi de nous partager un peu qui est le groupe Morneau. Mais la première chose qui saute aux yeux, c'est que c'est une entreprise fondée en 1942. Toi et ton frère, en fait, êtes coprésidents et vous êtes la quatrième génération de cette entreprise familiale-là qui œuvre dans le transport routier. Parle-nous un peu de l'entreprise, juste pour nous positionner. Vous êtes où? Combien de monde à peu près? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Juste pour nous positionner un peu. Absolument. Ben, comme tu l'as mentionné, on a fêté 81 ans cette année, presque 82. On est une entreprise, on est un groupe en transport et logistique. On est le plus gros réseau de transport par palette. On appelle ça transport LTL ou la charge partielle dans le jargon. C'est un type de transport entre le petit colis et le chargement complet, le full load qu'on appelle point A au point B. Donc, on a 23 plateformes au Québec, en Ontario, au Labrador, donc principalement dans l'Est du Canada. On a aussi une division qui s'appelle Boréa de transport réfrigéré, donc tout ce qui est alimentaire. On fait de l'entreposage, logistique, transport, préparation de commandes pour l'industrie alimentaire. Et on a aussi une division qui complète nos services qui s'appelle Global, qui fait du courtage puis de la logistique internationale. Tout ce qu'on ne fait pas finalement avec nos camions, c'est cette division-là qui va venir répondre aux besoins de notre clientèle parce que nos clients, c'est des PME jusqu'à la grande, grande entreprise multinationale qui ont des besoins très, très diversifiés. Alors, ce qu'on ne fait pas par les propres camions bleus, pour ceux qui les reconnaissent, les camions Mhm. Morneau, et c'est notre division globale qui aide nos clients dans leurs objectifs d'affaires. On est 1600 collaborateurs répartis, comme je disais, dans 23 terminales. On a un chiffre d'affaires qui est autour environ de 220 millions. Quand même, quand même. Fait que là, si je comprends bien, en 1942, c'est ton Oui, grand-père qui avait parti ça ou ta c'est grand-mère? mon arrière-grand-père, Arrière-grand-père. ouais, OK. Pierre Morneau, qui transportait principalement des patates. À ce moment-là, on vient d'un petit village où est-ce qu'on a encore notre siège social à Saint-Arsène, petit village près de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, on avait aussi, la famille travaillait chez les agriculteurs. On appelait ça, on criblait des patates. Fait qu'on se présentait chez les agriculteurs, on montait une petite usine mobile. Puis la famille criblait les bonnes patates en sachet et on transportait par la suite ces patates-là. Fait que c'était une façon aussi de s'assurer de garder le volume, d'avoir ces petites usines mobiles-là. Fait que mon arrière-grand-père, Pierre, ensuite, ça a été Denis, mon grand-père. Ensuite est arrivée la troisième génération, dont mon père avait sa sœur, son frère, en fait, toute la famille de cette génération-là. Les 5 frères et sœurs ont tous, de près ou de loin, collaboré dans l'entreprise. Puis ensuite, il y a eu la quatrième génération qui est arrivée. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que la quatrième a commencé à collaborer dans l'entreprise.
Wow. C'est tout un parcours. Je serais vraiment intrigué de savoir c'est quoi le pourcentage de compagnies au Québec qui arrivent à... On sait que les chiffres, même de passer Ouais, une génération, c'est déjà à peine 20%, je pense qu'ils y arrivent ou quelque chose comme ça. c'est c'est très minime du 3 de la quatrième génération. C'est sûr qu'en Europe, c'est peut-être plus fréquent. Au Québec, on est quand même une jeune nation, là, je pourrais dire. Donc, c'est Ouais. moins, on en voit un peu moins. Surtout une quatrième, mais peut-être aussi peut-être le défi de la taille de l'entreprise aussi à transférer. Ça a quand même été ben, ça a quand même, ça fait 20 ans que mon frère et moi, on est dans l'organisation. On est embauchés en 2000. On était étudiants à ce moment-là. Je dirais que je fais une quinzaine d'années à temps plein, là, depuis peut-être 2008 dans ce bout-là. Alors, ça a quand même été une transition là, qui s'est préparée, là. On va dire ça comme ça. Il n'y Ouais. avait pas Alors, de cousin ou cousine avec toi, Catherine, ou Oui, ben, à la base, c'est ça. On avait, oui, des cousins et des cousines d'impliqués dans tous les différents postes. On a encore des cousins et des cousines actuellement qui sont dans l'organisation, dans différents postes de leadership. Il y en a quand je sur nos quais, chauffeurs, des oncles, des tantes. À un moment donné, il y avait des grands-oncles, des grandes-tantes. Fait qu'au final, là, qui ont le lien Morneau, là, peut-être, on avait un bout de temps, peut-être environ 25 personnes. Là, avec le temps, il y a eu quelques retraites. Mais un fait qui est quand même intéressant, on a encore le deuxième employé de l'entreprise avec nous, qui est mon grand-oncle Ghislain, qui s'occupe de toutes nos expositions de camions. Puis Ghislain a travaillé avec toutes les générations. Et ça, c'est quelque chose, je collaborais avec lui dans un projet dernièrement. Puis ouais, c'est lui qui se promène avec nos camions antiques. On a à chaque décennie environ, on garde un camion, on le fait refaire aux couleurs de Morneau, puis on fait des expositions. Et aussi, on les présente à l'interne parce que nos chauffeurs, nos collaborateurs aiment beaucoup, beaucoup cette collection-là. Fait que c'est vraiment, effectivement, on était plusieurs de la famille. Et là, pour la reprise de l'organisation, c'est mon frère et moi officiellement pour la direction. ben on salue Ghislain, Oui, qui est essentiellement le livre d'histoire de cette compagnie-là maintenant, si je comprends bien. ben absolument. Puis le projet qu'on est en train de travailler est en lien avec la pérennité de notre histoire, de venir capter ça parce que, tu sais, moi, une discussion avec Ghislain, c'est comme, c'est riche, là. Des fois, il me raconte des choses qui se sont passées dans les années 70 et 60. Et moi, quand j'ai commencé dans l'organisation, Ghislain, il était à temps plein. Mais tu sais, il fait même encore des voyages, des fois, il conduit encore, là. Fait que ouais, force de la nature, je l'appelle comme ça. Intéressant. Qu'est-ce qui a été, tu sais, si on avait Ghislain à l'écran aujourd'hui, justement, Ouais. puis qu'on avait la possibilité de lui demander quels ont été, je sais pas moi, deux ou trois événements clés de cette entreprise-là, parce que, tu sais, on fait pas une business de 220 millions de chiffre d'affaires en 2 ans, 5 ans. Ça vous a pris 80 ans pour Ouais. vous y rendre. Mais on sait que ça Ouais. monte par escalier par moment, hein. C'est quoi les... Qu'est-ce que Ghislain nous dirait? Absolument. Ben, je dirais aussi que l'entreprise a été quand même de petite taille jusque dans les années 80. Fait que c'est une entreprise qui a 80 ans d'histoire, mais le boom de croissance a commencé davantage dans les années 80 quand mon père a pris aussi la présidence. Avait un esprit, une vision très large de ce que Morneau pouvait devenir. Aussi, c'est que bon, un fait marquant, c'est que dans l'histoire du transport au Québec, c'était réglementé hein, si tu voulais faire une région, transporter dans une région, ça prenait un permis. Alors, il fallait que tu ailles à la commission, débattre ton permis, puis c'était très complexe et excessivement coûteux. Ça coûtait très cher. Alors, nous, par exemple, on avait le permis pour la région du Bas-Saint-Laurent, XYZ. Et un jour, ça a été, ce qu'on faisait, c'est que on se rassemblait à Montréal. Ils appelaient ça l'ATQ. Et toutes les gens de région comme nous qui avaient des petites parties, bien, on s'était mis ensemble pour être capable d'offrir un service qui n'était pas en provincial, mais chacun avec notre petit permis. Puis avec la déréglementation, quand ça a arrêté à un moment donné, nous, on a repris plusieurs de ces compagnies-là. Finalement, c'est devenu notre terminal de Montréal qui est devenu Morneau. Fait que ça s'est passé sur plusieurs années, ce que j'explique là, mais ça a fait que Morneau a pris de l'ampleur avec cette déréglementation-là. On s'est mis aussi à ouvrir des terminaux dans toutes les régions à partir de là. Fait que ça a été vraiment, c'est sûr, une espèce de porte ouverte. Puis nous, là, on a parti des régions. Puis ce qu'on voulait, c'est être les premiers en région. Tu sais, on voulait que les gens de la Gaspésie, c'était ça la vision de mon père, les gens de la Gaspésie soient aussi compétitifs qu'une usine, par exemple, à Québec, qui voulait atteindre les grands marchés, qui voulait atteindre Montréal, qui voulait atteindre Toronto. Fait que
C'est pour ça qu'on a des terminaux maintenant dans chacune des régions administratives du Québec. C'était pour desservir toutes ces PME-là qui étaient florissantes puis qui voulaient justement atteindre leur marché puis leur développement. Fait que ça a été, après la déréglementation, on s'est mis à ouvrir des terminales, là. Des fois c'était 2 par année, mais puis ça a été vraiment, je pense, une aventure importante dans le transport général. Autre fait important, c'est quand on a commencé dans le transport alimentaire, il y a de ça environ presque 30 ans, lorsqu'on a fondé l'entreprise qui s'appelait dans ce temps-là Eskimo Express, qui est devenu Morneau Boréa maintenant. Ça a été un autre créneau qui s'est ouvert, une nouvelle expertise qui nous a fait permettre de prendre de l'expansion. Puis la création en 2008 aussi de notre compagnie de logistique, parce que là, on était, tu sais, on a une vision client évidemment, et ça nous rendait triste de dire, ah, le client, lui, c'est parce qu'il a besoin d'expédier aux États-Unis, il a besoin d'aller. On ne pouvait pas répondre à ces besoins-là, fait que mon père a débuté. Fait que ça aussi, ça a été une autre phase d'expansion pour nous. Et tout récemment, on a pris un gros boom de croissance aussi en Ontario. On s'est installé, on a acheté 2 compagnies dans les 4 dernières années. Alors ça aussi, je pense que ça a été un moment important de notre croissance. C'est dur de Hmm. résumer 80 ans, mais Ouais. je pense que j'ai fait un petit tour d'horizon là, des événements un peu plus marquants au niveau de notre croissance. Fait que dans le fond, déréglementation, alimentation, puis expansion géographique Oui, là, expansion par acquisition, géographique. on a passé. Et on a procédé là-dedans à beaucoup de croissance organique. Nous, on avait notre recette Morneau, puis on développait, on est propriétaire de la plupart de nos bâtiments. Nos bâtiments sont faits avec les standards Morneau. Normalement, soit on construit, soit on achète avec nos standards, puis on rénove. On s'installait dans les régions, on amenait la recette Morneau, nos systèmes informatiques, notre proximité aussi avec les gens. Puis, et on a fait quelques acquisitions aussi au travers dans certains secteurs stratégiques. Entre autres, on est un des plus gros transporteurs LTL du Labrador. Et ça, c'est dû à une acquisition qu'on a faite il y a 10 ans, qui nous a permis, là, qui s'appelait Transport Sego, qui nous a permis vraiment d'assurer un service très rapidement à la population du Labrador. Normand? Oui, mais ton chemin là-dedans, à toi, Oui, Catherine, tu l'as tracé de quelle façon ou il a été tracé pour toi? Écoute, quand tu arrives oui. dans une quatrième génération, ça doit parler business pas mal tout le temps partout. Tu as Oui. grandi là-dedans. Comment toi, tu t'es senti interpellé, appelé? C'était naturel chez toi? Comment tu as vécu ça pour toi, là? Oui, c'est une super de bonne question parce que ces questions-là, je me les ai posées après. Tu sais, ça a tout le temps été un peu instinctif. De la façon que je suis rentrée dans l'organisation, moi, j'ai rentré à peut-être, je sais pas, là, entre 12 et 14 ans, là, dans ce coin-là, là, je faisais de la réception, du service à la clientèle, un peu de tout. Moi, j'avais un profil très artiste. J'aime, dans ma vie personnelle, mes passe-temps, outre, on en discutait un peu avant le podcast, la lecture, moi, je faisais de la peinture, du théâtre, du piano, du chant. Tu sais, j'étais très, très artiste. Alors, on pourrait pas dire que c'est pas un lien qu'on fait avec le transport routier, tu sais, très rapide. Mais moi, quand je suis rentrée dans l'organisation, ce que j'ai aimé, c'est la culture. Je me suis mis à aimer le transport aussi par le fait même, mais mon premier coup de cœur, ça a vraiment été la culture, les gens, l'esprit d'excellence, tout en gardant l'aspect humain. J'ai toujours trouvé qu'on avait une belle balance entre on veut être performant, mais on n'oublie pas qu'on est une belle gang d'humains ensemble. De là, le titre de votre podcast qui m'interpellait, qui fait partie vraiment de nos valeurs. Puis, mon père avait une grande vision. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de carburer à des visions de grandeur, puis mon père avait ça. Fait que rapidement, je suis rentrée dans l'organisation, je me suis mis à faire tous les postes. Dans la famille, on faisait tous les postes opérationnels. Et j'ai étudié en langue et en développement international. Pourquoi? Parce que je me disais, ben, encore une fois, l'idée de grandeur. Hey, tu sais, si on veut conquérir le monde, ben, il faut parler plusieurs langues. Moi, je veux être capable de rejoindre le plus de gens possible. Puis, j'ai étudié là-dedans instinctivement. Mais il n'y a vraiment pas eu de plan. Tu sais, moi, je me souviens qu'une consultante m'avait dit à 18 ans, moi, toi, Catherine, on te fait un plan pour quoi, là? Tu veux être quoi, là? Directrice des opérations, directrice RH? Puis là, je disais, ben, on dirait que j'étais pas quelqu'un qui se projetait avec des objectifs précis de poste ou quoi que ce soit. Là, je disais, ben, en ce moment, je suis en train de faire X, Y comme travail, je me concentre là-dedans. Fait que ça a été ça un peu mon parcours. J'ai toujours été de façon instinctive vers des défis que l'organisation m'emmenait. Fait que je me suis promenée dans tellement d'affaires différentes, des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai pas aimées. Mais j'ai senti une grande liberté. Tu sais, quand je vous explique mon parcours, il y a pas grand monde qui m'ont dit, tu dois faire ça, tu dois pas. Puis ceux que des fois me l'ont dit, ben, j'écoutais moyen là, ces restrictions-là ou tu sais, par rapport à mon profil. La dernière chose que je dirais,
quand j'ai vraiment décidé de rester puis de reprendre le flambeau, c'est vraiment la passion de l'entrepreneuriat qui m'a marqué. Tu sais, j'ai eu quand même une bonne crise d'adolescence. Puis, tu sais, comme mon père dit, j'ai jeunessé en masse. Et j'avais beaucoup d'énergie, puis je la dépensais. Pas toujours de façon intelligente, mais je la dépensais. Puis, à un moment donné, mon père nous a confié avec une équipe les rênes d'une organisation. En fait, il a engagé un directeur général. Il y avait moi, mon frère euh, et mon conjoint qui s'est installé aux opérations, puis il a dit, on était dans le début vingtaine, puis il a dit là, cette division-là va moins bien, je vous donne ça en charge. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis mon père il était sur des gros mandats. Et il nous a fait confiance. On a travaillé ça de façon collégiale. Tu sais, chacun, on s'était divisé les tâches. Moi, je m'occupais service à la clientèle. À un moment donné, j'étais même en charge des quais pendant un certain moment. On faisait ce qu'il y avait à faire. Et cette énergie-là de vision, de s'en aller à quelque part avec une équipe, on avait une entreprise qui était déficitaire et en moins d'un an et demi, ce qu'on perdait, on le fait en profit. Puis, la fois qu'on a fait, je me souviens qu'on avait fait, je pense, 840 $ dans un mois. Alors, on a manqué popper le champagne. Dans le sens que c'était juste significatif de, wow, quand on travaille en équipe, on a une vision, qu'est-ce que ça peut donner? J'ai eu le fil, puis pourtant, on n'a quand même pas dormi pendant un an parce que ça allait pas très bien. Mais le feeling de cette énergie-là, ça m'a tellement canalisé. Puis là, j'ai dit, OK, là, je comprends pourquoi je suis là. Ça fait 10 ans que je suis, tu sais, que j'ai fait des postes, j'ai fait mes études, j'ai mes arts encore à l'extérieur du bureau. Mais ce qui a fait que ça s'est canné, que je voulais rester, c'est que cette énergie-là, tu sais, l'entrepreneur, il est proche de l'artiste, hein. Il faut qu'il Très servir sur un proche. scène, ça y prend une vision, il faut qu'il soit créatif, ça y prend une bonne attitude. Puis, moi, c'est ça qui m'a vraiment intéressée, malgré que la vie d'entrepreneur n'est pas toujours simple. C'est un métier que j'adore, puis que je suis toujours en gratitude de la confiance que mon père m'a portée à cette époque-là. Qu'est-ce que ça t'a fait découvrir sur toi-même puis sur ta famille à ce moment-là? Euh, ben, ça m'a fait découvrir que ma tête de cochon, finalement, des fois, est bonne parce que j'ai réalisé que j'étais une fille super persévérante. Tu sais, moi, je suis une fille, j'appelle ça de long shot. Tu sais, mettons qu'on a un projet, il y a une vision sur 3 ans. Moi, je lâche jamais cette vision-là. J'avance, j'avance, j'avance. Même des fois, quand personne n'y croit encore, je l'ai, cette espèce de conviction-là qu'on va arriver à quelque part. Puis j'ai une certaine facilité à l'exprimer puis à structurer tout ça pour que ça arrive. Je suis pas la plus méthodique, je ne suis pas la plus structurée. Je suis une fille qui est quand même artiste dans sa façon de faire, mais j'ai une bonne capacité à vulgariser un projet puis à faire voir les étapes. Après, pour les exécuter, il y a des gens qui sont souvent vraiment meilleurs que moi parce que je me considère pas comme une experte dans rien. Fait que ça m'a fait réaliser que j'étais déterminée, que j'avais tout ça. Ça m'a fait réaliser que j'avais beaucoup de travail à faire aussi. L'ego était fort, je voulais performer, je voulais être reconnue, je voulais être capable de faire mon chemin. Je me sentais dans un milieu de boys tu sais, à quelque part. Puis je pense avoir un peu fait du mimétisme là, dans mes comportements, dans mon leadership dans la vingtaine, jusqu'à temps que je fasse l'école d'entrepreneurship. Puis je réalise que, ah, OK, moi j'ai une couleur, elle est différente, mais elle est correcte aussi. Mon père en a une, mon frère en a une, mes collègues en ont une. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait vraiment un retour à qui je suis, puis j'ai plus mis à contribution. Mais il y a eu un bon moment où je vais être honnête, là, j'étais une machine d'apprentissage, puis je voulais apprendre, je voulais performer, je voulais tout savoir. C'est pas nécessairement mauvais de passer par là. À un moment donné, j'ai senti le besoin de rééquilibrer parce que j'ai tombé un petit peu en déséquilibre et ça m'a fait rendre compte que ça avait ses limites, ce modèle-là. Peut-être qu'il faut passer par là pour faire des prises de conscience. Sinon, sur ma famille, ben moi, j'ai un mot qui me vient en tête, là, des travailleurs. J'en revenais pas à quel point ma tante, mon père, c'est incroyable, les entrepreneurs, tu sais, on le voit pas de l'extérieur toujours, mais le soin qui est mis, l'engagement, la surresponsabilité, l'aspect humain toujours au cœur de nos décisions, l'empathie, la sensibilité. euh, Clairement, ça l'a mené mon parcours. Je suis persuadée que c'est une grosse partie de mon intention de reprendre. Tu sais, je pense pas qu'on peut reprendre une entreprise si on se voit pas dans les valeurs actuelles. Parce que dans la continuité, oui, on modernise des choses, les relèves, on fait. Mais il y a quelque chose
du fondement, de la source de l'entreprise qui reste puis qui demeure. Puis moi, ça, c'était très, très accordé avec ce que j'avais envie de vivre dans la vie. Si ça ne l'avait pas été, probablement que j'aurais fait autre chose parce que j'aime pas, je suis pas capable de faire des choses où je suis malheureuse longtemps, là. C'était Ouais. quoi ce fondement-là auquel tu réfères, cette valeur-là que tu viens de dire dans ta dernière phrase? Euh, je le résumerai en disant que il y avait un désir profond Hmm. de servir le client, de servir la population. Tu sais, on fait des services de transport. Dans la COVID, les gens s'en ont rendu compte, là. Tu sais, même un petit fait, mais nous, à un moment donné, on a décidé de mettre des iPads dans toutes les écoles pour être capable de faire de l'école à la maison. Ben, en 24 heures, Morneau, on a livré des iPads dans toutes les régions. C'est à ça qu'on sert, tu sais. Puis, Mhm. euh, j'ai réalisé à quel point servir était une valeur très importante pour la famille et pour les gens. Tu sais, je parle de la famille, mais il y a tellement de dirigeants puis de collaborateurs chez nous, là, c'est très, très riche, là. On est loin de juste être la famille. Oui, la famille, on est là, mais euh, le désir de servir, donc de mettre toujours les besoins de nos clients, tout en gardant l'équilibre des besoins de nos collaborateurs. Mon père, en 80, il a dit, je veux plus qu'on mette le mot employé nulle part, parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire un employé. C'est quelqu'un qui vient juste puncher, chercher une paye. Il dit, moi, je veux un collaborateur. Un collaborateur, pour moi, c'est quelqu'un qui non seulement vient travailler, oui, il récolte une paye, évidemment, du beau travail qu'il fait, mais se met à contribution. Partage avec nous ses talents, son intelligence pour être capable de bien servir. Fait que tout ça était toujours en équilibre. On est super entrepreneurial, on est très business quand même, Morneau. Puis, en même temps, très, très, très centré sur comment on peut faire du bien dans le monde du travail. C'est tellement une valeur que moi, Hmm. je chéris parce que, à un moment donné, on se perd là-dedans avec la croissance et ça vient que ça fait plus de sens. Puis, on a 3 points d'ancrage pour se rappeler de ça. C'est le client, le collaborateur, puis la pérennité. Puis, dans pérennité, j'ai rentabilité. Parce que c'est super important aussi de parler de chiffres. Bien sûr. Client pour le servir, collaborateur pour avoir un monde du travail qui est stimulant. J'ai tellement vu mon père, ma tante discuter de comment on peut faire mieux pour que les chauffeurs puissent revenir chez eux le soir. Tu sais, les gens, ils ne voient pas toutes ces discussions-là qu'on a, mais comment on peut faire, là, j'ai une génération de papas, là. Maintenant, les papas sont impliqués. Il y en a qui vont chercher les enfants à garderie, les porter. Comment on peut faire pour garder notre monde? Tu sais, dans le temps, quand j'ai rentré dans l'entreprise, c'était 60 heures semaine. C'était pas, personne ne te félicitait, là. C'était la norme. Tu fais 60 heures, OK, ben oui, comme les autres. Tu sais, c'était ça, là. On avait, Hmm. dans le transport routier, on avait des croûtes à manger dans les conditions de travail. Puis, à quelque part, c'était pas, la rentabilité était toujours, tu sais, c'était toujours un défi, rendre ça rentable. Fait que comment je peux donner les meilleures conditions en demeurant rentable, en prenant soin puis en servant mon client? Client, collaborateur, rentabilité. Tu sais, c'est ça, là. C'est peut-être simplet, là, comme équation, mais ça demeure le fondement d'une organisation. En entrant dans la rencontre aujourd'hui, Catherine, tu as dit quelque chose Ouais, qui m'a interpellé. La prochaine question, tu as dit, ah, j'ai tout de suite dit oui sans hésiter parce que j'ai ouais. été interpellé par meilleur humain, meilleur monde. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, meilleur humain, meilleur monde? Ben moi, je suis peut-être un petit peu idéaliste dans la vie, là. Même certains vont peut-être dire que j'ai des petites lunettes roses à certains égards. Euh, j'ai vraiment confiance en l'être humain. Puis j'ai confiance en l'être humain d'être bon, de rebondir, de faire du bien autour de lui. Il y a des chemins, il y a des événements de la vie qui nous amènent justement des fois à, à être sur la défensive, à se protéger énormément. Puis c'est correct, on a tous on a tous un petit ego à quelque part. Mais j'ai tellement vu de beau, entre autres dans cette organisation-là, mais ailleurs. J'ai tellement confiance qu'on peut être un meilleur humain puis créer un meilleur monde, puis que c'est à chaque petite action qu'on fait. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de me faire dire, ouais, c'est beau ce que vous faites chez Morneau, mais tu sais, c'est juste chez Morneau, tu sais, ça. Puis moi, je lis pas cette espèce de pensée-là. Je suis comme, ben, moi, les intentions que j'ai pour cette organisation-là, je pense qu'il y en a d'autres qui la portent dans notre organisation, puis qui l'amènent partout, parce que je connais pas nos 1600 collaborateurs, tous personnellement. Et ces gens-là ramènent ça à leur maison. Ces gens-là ramènent ça dans leur famille, ramènent ça dans leur prochain travail. Tu sais, il y en a qui m'appellent des fois qui sont rendus dans d'autres entreprises puis ils me disent, hey, tu sais ce qu'on faisait chez Morneau? Je l'ai emmené dans ma nouvelle entreprise. Moi, pour moi, c'est un accomplissement. Tu sais, notre mission, c'est de contribuer à l'essor et la prospérité de la société en transportant l'économie. Hmm. Alors,
Évidemment, servir avec nos services de transport, c'est notre raison d'être, c'est pour ça qu'on existe. Mais comment on peut faire ça tout en améliorant, euh, en s'impliquant socialement autour? Chacune de nos régions s'implique dans des causes dans leur région. Je pense vraiment que les entreprises ont beaucoup de pouvoir de changement. Tu sais, évidemment, le gouvernement est là, il a ses responsabilités. On peut critiquer, on peut faire tout ce qu'on veut par rapport à ça. Mais quand on regarde le nombre de PME et d'entreprises qu'il y a au Québec, au Canada, si on décide de faire des belles choses, là, c'est incroyable tout ce qu'on peut Mhm. faire pour faire changer les choses qu'on veut qu'ils changent dans notre société, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça m'a interpellée. Je pense qu'on a tous un meilleur humain à l'intérieur de nous, puis qu'on peut se permettre de. Moi, en tout cas, je me permets d'en parler de ça, puis je pense pas que c'est incompatible avec le chapeau business. Tu sais, de toute Effectivement façon, pas. business, ça veut dire quoi en tant que tel, là? Tu sais, pour moi, les affaires, c'est la vie, là. C'est pas séparé, là. Ce qu'on fait dans la vie, c'est pour vivre, c'est pour manger, c'est pour se loger, c'est pour se divertir. Mais fait que moi, il n'y a pas la business d'un bar puis la vie de l'autre, là. Tu sais, moi, il faut que ça soit tout cohérent. Tout intégré, tout cohérent. Je peux Tu pas as dit faire aussi, autrement. tu as dit aussi en coulisses tantôt quelque chose que j'ai envie que tu nous parles un peu. Oui, Entreprise responsabilisante. oui. Parle-nous de ça. En 2014, mon père, on se questionnait beaucoup dans l'organisation. Mon père avait moins de plaisir, vraiment. Puis à un moment donné, on s'est mis à se partager ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la croissance? Puis il y avait comme une espèce de blocage. On avait pris beaucoup de croissance, on avait structuré, puis il y avait quelque chose qui circulait plus. Puis là, mon père a eu une formation sur les entreprises libérées avec le groupement des chefs d'entreprise, que je salue parce que ça a été un mouvement qui a beaucoup apporté. Et là, il me fait lire le livre Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Moi, je viens d'accoucher, ça fait 2 jours, je reçois ce livre-là, je dors pas pendant 3 jours parce que j'allaite, puis je lis ça, puis je suis passionnée. Puis là, j'appelle mon père, puis je dis, tu sais, on, on peut pas être 1500 dans cette organisation-là, puis être 30 à avoir mal au ventre le soir, là. Il faut libérer quelque chose. Tu sais. Là, on parlait de libération des entreprises, mais pour nous, qu'est-ce que ça voulait dire? C'était libérer l'énergie, les idées, les décisions. Tu sais, on ne peut pas être 4-5 en haut qui décide. On a besoin d'intelligence de tout le monde. Puis nous, on voyait que l'avenir de Morneau, elle passerait par ça. Et là, quand on a parlé de ça, mon père, il a rassemblé 150 gestionnaires dans une salle, puis il a dit, moi, je veux faire ça, l'entreprise libérée. Là, le monde était là, pardon, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Puis ça pouvait faire peur au début. Mais il dit, je sais pas comment, mais on va le déterminer ensemble. Puis là, les gens ont dit, André, libérer pour nous, c'est gros un peu. On dirait que là, on voit tout le monde faire n'importe quoi, le chaos, décider, plus aligné. Puis c'est pas de ça qu'on a de besoin. Nous autres, on a besoin encore plus de s'aligner puis d'être ensemble. Mais il y a une valeur chez Morneau qui s'appelle la responsabilisation. Fait on pourrait appeler ça l'entreprise responsabilisante. Parce qu'il y a une notion d'amener de l'imputabilité dans ce qu'on fait, de ramener l'excellence et de partager le pouvoir et de vivre l'autorité autrement. Il y a encore de l'autorité dans les entreprises libérées. Ça, c'est un mythe là, qu'il n'y a plus d'autorité. Il y a encore du monde qui décide à des places, puis c'est pas le consensus tout le temps. Surtout à 1600, le consensus, c'est un peu compliqué. Alors là, on a appelé ça l'entreprise responsabilisante et ça fait depuis ce temps-là, bien, bientôt 10 ans, qu'on explore cette nouvelle forme de structure organisationnelle, de management. Je résumerai en disant que ça s'est passé beaucoup au niveau avec la posture du leadership. On a fait beaucoup de formations en leadership conscient, en communication non violente. On a commencé à travailler notre posture d'humain, prendre conscience de qui on est, de nos limites, de ce qu'on peut faire. Ensuite, on a travaillé beaucoup sur les structures, les procédures, les outils technologiques, comment on va faire pour collaborer ensemble pour que ce soit plus Catherine qui décide de tout et qui tranche sur tout. Euh, Catherine ou David ou André ou n'importe qui était dans la direction. Fait que ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. On a une équipe qui travaille, qui s'appelle le Comité d'entreprise responsabilisante. On fait un forum en novembre à chaque année où est-ce qu'on rassemble des gestionnaires, des chauffeurs, des manutentionnaires et où on fait évoluer cette pensée-là. Puis d'après moi, ça n'arrêtera jamais. C'est comme un projet qu'on a créé pour faire évoluer notre structure avec le temps. Puis comme ça bouge tellement vite dans la société, mais on a l'impression qu'il faut toujours s'adapter, puis il faut toujours être en train de penser différemment pour faire mieux, puis voilà.
Hmm. Fait que c'est un peu ça les bases de l'entreprise responsabilisante qui est basée sur la confiance et l'intelligence collective. La confiance qu'on donne aux gens. Est-ce qu'il y a certains de vos collaborateurs qui se sont sentis confrontés par c'est quand même un changement de culture qui est profond, là. Est-ce Oui. De quelle En fait, façon la ça s'est réponse, c'est oui. matérialisé ou exprimé tout ça auprès de vos collaborateurs? Ben, tu sais, je pense que les entreprises qui se lancent là-dedans décident de leur rythme. Puis nous, on a toujours avancé en écoute. Moi, j'ai repris peut-être un an ou deux après mon père ait lancé. Je disais à mon père, moi, je pense que je suis venu dans cette entreprise-là pour faire ça. Je le sentais dans mes tripes que je le ressentais profondément, ce truc-là. Alors, on a toujours avancé avec discernement. Tu sais, c'est pas, faut cocher des A. Dans le livre, là, il disait qu'il fallait que les salaires, les gens les décident par eux-mêmes. Ah, dans le livre ou telle entreprise. Moi, je regarde ce que les autres entreprises font, je lis énormément, mais je ramène toujours ça à, ben finalement, qu'est-ce que Morneau est prêt à faire, puis qu'est-ce que mes gens sont prêts à faire. Des fois, je pousse un peu pour faire avancer, mais honnêtement, de moins en moins, parce que plus les années avancent, plus c'est mes gens qui m'arrivent avec. Même moi, j'ai été confrontée parce que c'est le fun de dire qu'on va libérer les décisions. Mais le premier meeting où tu te rends compte que tu n'as pas été consulté, qu'il y a eu une décision qui s'est prise, on est tellement sur responsabilité, les entrepreneurs, qu'on se dit, ben là, c'est la bonne décision, puis là, c'est moi qui vais être imputable de ça, puis j'ai pas été consulté. Fait que, tu sais, c'est loin d'être juste mes gestionnaires. Moi, là, moi qui étais la fille qui parlait de ça, j'ai été la première à être confrontée. Mon père, c'est la même chose. Puis il a fallu que des fois, on dise, OK, là, ça va peut-être trop vite, ce petit bout-là, on n'est pas prêt tout de suite. Puis, fait qu'il n'y a jamais eu de standard. J'ai dit à un moment donné, le seul projet qui n'a pas de KPI, c'est celui-là, là. J'ai dit là, s'il faut qu'il y ait des KPI, puis des limites, puis des dates, puis j'ai dit, je pense qu'on n'est pas à bonne place. Un projet culturel, ça se mesure pas comme ça. Puis quand on a fait fausse route, là, ben on a dit OK, on est allé trop vite, puis on va se reprendre. Puis fait que c'est un peu comme ça qu'on l'a fait. Mais oui, ça a confronté des gens. Encore aujourd'hui, je pense que ça le fait. Mais savez-vous quoi? L'inconfort de 2014 était tellement grand, la souffrance était tellement grande que c'est plus facile de vivre l'inconfort actuel des fois de ça, des discussions difficiles que ça amène, que le blocage qu'on ressentait, là. Tu sais, moi, je vois ça comme un système vivant, une entreprise. Là, moi, quand je parle de Morneau, des fois, j'ai les mains de même. C'est comme une affaire en avant de moi, on dirait. Puis là, c'était court-circuité. Il y avait des places, c'était jammé complètement. Là, on s'est dit, il faut refaire circuler cette énergie-là. On va les prendre un par un. Puis à un moment donné, ça va recirculer. Fait qu'on était tellement pognés de partout que je considère que c'était plus souffrant ça. Je retournerai jamais, jamais en arrière, même si on a fait des erreurs. Écoute, Catherine, on en parlera en coulisses, là, mais il va vraiment falloir que tu rencontres notre associé et Daniel. celui qui Ah ouais, oui? notre associé Daniel, qui est un grand porte-parole de l'organisation Vivante. Vivante! Et Ah, c'est ouais, beau! tu vas adorer ça, on t'en reparlera. Mais Je dans ton pensais cas, en la fait, même chose que toi. tu pensais la même C'est chose, hein, beau. ouais. Puis toi, tu as donné naissance à ton enfant en même temps que tu as donné naissance à cette culture-là. Peut-être pour ça que tu le vois très Oui. vivant, très organique, très humaine. Oui, ben peut-être. Puis moi, j'ai toujours vu l'organisation dans ma tête, là, je vais dire ça de même, là, j'ai toujours vu ça comme une espèce d'organisme, là. Puis moi, la vision organisationnelle, tu sais, peu importe le poste que j'occupais, je voyais ça. Des fois de ma perspective, mais je me ramenais tout le temps, même très jeune, là, je me permettais des fois des commentaires à mon père, des fois ça lui plaisait moins, mais je voyais des choses, puis là, moi, j'étais toujours en train de me reculer pour voir le big picture. C'est un peu ça que j'ai découvert qui est ma force aussi, tu sais. Et je suis beaucoup meilleure là-dedans que quand il y a beaucoup de détails, puis ça prend une expertise précise, là, je m'impatiente un petit peu, puis je suis moins. C'est ça. Les postes que j'ai eus qui avaient ces besoins-là, c'était très challengeant pour moi. Mais ouais. Mais en fin de compte, je vois que toutes les entreprises, c'est vivant. Tu sais, moi, quand je rentre dans un terminal, là, avant de regarder le tableau de bord, les KPI, le nombre de livraisons, je fais juste rentrer par là au chauffeur le matin. Là, j'ai une bonne idée de ce qui se passe dans le terminal. Hein. Grosse idée. Juste ressentir l'énergie, là. Je me dis, ah, OK, on est d'une bonne vibe ici, ou ah, c'est plus difficile ces temps-ci. C'est pas nécessairement bon de tout analyser juste avec mon feeling, évidemment, mais souvent, là, ça trompe pas tant que ça, ressentir l'énergie à quelque part. C'est pareil dans un projet. Des fois, le projet avance pas, personne ne le dit, mais le projet est jamais, l'énergie circule plus, puis on prend pas Mhm. le temps de prendre un temps de repos puis d'arrêt pour dire pourquoi ça marche plus, là, tu sais. Fait que,
Catherine, quand même, ton entreprise et celle de bien d'autres mondes a vécu dans les Ouais. dernières années beaucoup de turbulences, beaucoup de changements, beaucoup de compétition sûrement. J'imagine que vous en vivez des défis de votre côté aussi. Euh, Comment la culture d'entreprise et comment ton équipe de collaborateurs, tu sais, je pense que c'est un peu dans la turbulence qu'on va voir si cette culture-là jusqu'à quel point elle a sa valeur. Comment tu pourrais commenter là, sur votre agilité, si je peux dire, votre résilience, votre façon de faire face aux turbulences ou... Ben, je trouve ça super intéressant parce que je vais parler de quelque chose de concret. Puis, quand la COVID nous a frappés, puis on venait de sortir d'une giga cyberattaque qui a duré 3 mois, où est-ce qu'on a failli perdre notre entreprise, pour être honnête, là, ça a été l'affaire la plus difficile qu'on a vécue, beaucoup plus difficile que la COVID, je dirais même. Il y a des vieux réflexes qui sont remontés. Puis il y a eu des moments où il y a des décisions qui se sont prises davantage, je dirais, au niveau de la haute direction, même dans la famille, dans les actionnaires. Et c'est comme si c'était un réflexe de surresponsabilisation. Et à un moment donné, il y a quelqu'un un de nos VP qui a dit, quelqu'un dans le cercle des leaders, il dit, est-ce que vous avez oublié que vous avez une équipe formidable autour de vous? Puis que nous aussi, on est là pour en prendre un petit bout du stress que vous vivez. Puis nous aussi, on est là. Puis si nous, on est capable d'en absorber un bout, on va le travailler avec notre équipe. Et des fois, les entrepreneurs, quand ça va mal, on a tendance à tout ramener sur nos épaules, puis à oublier à quel point on vient de créer pendant toutes les dernières années une si belle culture de collaboration. Alors, peut-être que cet événement-là, en 2020, moi, ça m'a marqué profondément quand cette personne-là a dit ça, parce qu'on s'en rendait pas compte, mais tout le monde est en train de retourner aux vieilles habitudes primitives de directif décisionnel. Des fois, il faut l'être directif. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais l'être. Ce que je veux juste dire, c'est que quand on vit des bouleversements, cette année, on a quand même eu un ralentissement économique. Les volumes ont été moins au rendez-vous. Ça a été challengeant au niveau de nos ans. Il a fallu prendre des décisions au niveau de nos finances. Ça a été une année qui a été, somme toute, assez difficile à cet égard-là. Et c'est sûr que peut-être que des fois, la peur, le désir de bien faire, la peur de ne pas réussir, la peur que quelque chose s'écroule, je ne sais pas, des fois c'est très instinctif, mais peut nous ramener à justement des vieux réflexes. Et c'est là que mon article dans notre journal qui s'appelle Le Bavard, on a un journal interne qui va sortir bientôt. Mon article parle de ça. Comment garder le cap, moi j'appelle ça de l'excellence, euh, malgré la turbulence. Et dans l'excellence, pour moi aussi, il y a le fait de vivre nos valeurs. Facile de vivre nos valeurs quand tout va bien. Puis c'est facile d'être un bon gestionnaire quand tout va bien. Mais quand il y a un peu plus de turbulence, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on se serre les coudes? Comment on travaille en équipe? Comment on fait appel à l'intelligence collective, qui est le modèle maintenant dans lequel on travaille? Comment on ne bypasse pas des processus décisionnels? Euh, Comment on garde nos hauts standards de qualité au niveau de notre service. Fait que présentement, c'est un appel que je faisais à tous nos collaborateurs de garder la discipline. Ça prend énormément de discipline. Euh, et d'arrêter de penser qu'on est seul. Le sentiment de solitude tue beaucoup d'entrepreneurs. J'aime pas le mot, excusez, mais peut-être pas dessus, mais affecte énormément. Mhm. Et ça brime la créativité, ça crée de l'anxiété. Puis moi, quand je fais pas bien, c'est pratiquement toujours relié au fait que je m'imagine que je suis seule avec mon problème. Fait qu'on invite beaucoup nos gens à ramener les enjeux dans les équipes. Oui, je suis imputable de ce que j'ai à faire, j'ai mes rôles de responsabilité, mais j'ai besoin de l'énergie des autres à certains moments. Fait que comment on fait pour s'entraider? Si, par exemple, on vit des difficultés dans un département, au lieu de se parler tout le monde du département qui va pas bien, si on appelait la personne qui le gère pour dire hey, c'est dur cette année, les ventes, hein, il y a beaucoup de compétition, c'est plus tough. C'est quelque chose qu'on peut faire. Y a quelque chose que l'équipe peut faire? Fait que moi, là, je ramène tout le temps ça dans le centre. Qu'est-ce qui est bon pour Morneau, puis comment on peut. C'est pas pour la famille Morneau, c'est pas pour Catherine, c'est pas pour David. C'est qu'est-ce qui est bon pour Morneau. Fait que c'est un appel à la discipline à tous les jours pour ne pas retourner dans nos vieilles habitudes, puis se souvenir que la confiance et la collaboration, c'est aussi dans les périodes difficiles. Mhm. Mhm. J'aimerais ça qu'on parle un peu de coprésidence. Puis en plus, une Oui, coprésidence petit frère, petite sœur. ouais. Avant de parler de comment que ça se passe aujourd'hui dans votre team, si on veut, Ouais. jeune, comment ça se passait dans la maison, le jeune, comme au primaire, au secondaire, les plus vieux souvenirs que tu as de ta relation avec ton frère, ça ressemble à quoi? David puis moi, du plus loin que je me souvienne, là, on a toujours été des complices, là. On aime beaucoup l'humour, les blagues, euh,
du plus loin que je me souvienne, ça a toujours été ça, cette complicité-là qui était là. Mais en même temps, les gens idéalisent beaucoup notre relation de David. Puis moi, notre secret, je pense que c'est, je m'excuse, je vais le dire en anglais, mais c'est le no bullshit rules. David puis moi, on se dit tout. Quand on n'est pas content de l'autre, quand on est, il n'y a rien qu'on se dit pas. Mais ça peut être des fois très impressionnant, tout ce qu'on peut se dire, mais c'est ce qui fait qu'on a une relation excessivement forte. Puis, on était petits, on était pareils. Fait qu'autant qu'on était inséparables, autant qu'on s'est chicanés comme tous les autres frères et sœurs, mais il y a toujours eu énormément d'amour. On s'aime d'amour, puis on a toujours été super complices. Quand un vivait quelque chose, l'autre était toujours là, on se protégeait mutuellement. Il disait souvent que je jouais à la mer avec lui, puis je suis plus jeune. Fait que ça, c'était peut-être notre petite source de conflit. Ils me trouvaient un petit peu trop. Mes parents, moi, ils étaient beaucoup sur la route. Puis très jeunes, on était très autonomes. On restait chez nous toute seule. Puis je faisais à manger, je m'occupais de tout ça. Mais, et je pense qu'on s'admire. Honnêtement, là, moi, mon frère, je l'admire. Je le trouve tellement intelligent. Mon frère, c'est la vision du développement stratégique. C'est le gars de partenariat. C'est le gars qui rentre dans une salle, là. Il y a 500 personnes, puis il en connaît au moins 150 en partant, si c'est pas plus. Puis là, moi, il va me dire, comment t'as trouvé ta soirée, à qui t'as parlé? Moi, je vais avoir resté avec, je vais avoir croisé quelqu'un, je vais avoir jasé avec pendant 2 heures parce que je le trouve intéressant, puis je vais avoir oublié que je suis là pour faire du réseautage. Fait que dans le sens que c'est un gars qui a une intelligence, une curiosité. On était dans l'auto, on était tout petits. On allait une fois chez mon oncle à Sorel, la fois d'après, puis il y avait 7-8 ans. Il disait à mon père, tourne à gauche, tourne à droite après le McDo. Il- il- Moi, je me disais, ah, on est déjà venu ici. Tu sais, on a tellement des intelligences différentes. Fait que moi, je l'admire. C'est un gars qui est vif d'esprit. C'est un gars honnête, c'est un gars intègre. Puis mon frère a toujours, je pense, s'est beaucoup appuyé aussi sur moi dans sa vie. Euh, dans plein de sphères. Des fois, j'ai senti que je pouvais être un ancrage pour lui. Fait que Mais la complémentarité nous a emmenés à ça. qu'est-ce qu'il dirait de sa sœur, lui, David? Euh, ben, je pense qu'il parlerait d'ancrage. David, quand il y a des grosses décisions, il y a des choses, c'est souvent, il aime ça m'en parler. Moi, je suis très honnête. Fait que souvent, je vais lui dire ce que personne d'autre veut lui dire. On a quand même des personnalités fortes. Fait que des fois, les gens pensent qu'on va pas être ouvert, mais au contraire, c'est pas parce qu'on est très affirmatif qu'on n'aime pas recevoir le feedback. Je pense qu'il dirait qu'elle est très loyale. Je suis une personne loyale, je suis une personne présente, je suis une personne très aimante, euh, inconditionnelle. Ouais, je pense qu'il dirait ça. Les Et puis enfants maintenant, de Catherine, eux, qu'est-ce qu'ils diraient? Par rapport à leur maman, Oui? ils diraient ouf, elle va reposante, ma mère. Ouais. Euh, je pense qu'il dirait aussi aimante, euh, énergique, proposante, exigeante. Pas nécessairement dans l'aspect de performance, là, je veux dire, mettons l'école, les sports, mais parce que ça, tu sais, je les laisse quand même assez libres de leur vie, de leur choix. Je suis, je suis exigeante dans leur conscience d'eux-mêmes. Je leur parle beaucoup. Pourquoi tu as pris cette décision-là? Quand ils ont des conflits, j'essaie de les emmener beaucoup vers la responsabilisation d'eux-mêmes, de leurs choix. Alors, des fois, j'ai l'impression qu'ils trouvent ça difficile, les discussions avec maman, mais ils reviennent toujours vers moi quand même, fait que j'ai l'impression qu'ils aiment ça. Euh, je dirais que j'aime mon travail. On partage beaucoup de choses ensemble. Je leur parle de mon travail, je les emmène avec moi dans les congrès, je les amène à Toronto, il y a 2 semaines. Est-ce que Ouais. tu prépares Mm. la 5e génération de Morneau? Ben, honnêtement, présentement, j'ai un fils de 9 ans qui fait de l'art, qui est peintre, ben, qui fait du dessin, de la peinture, et qui fait beaucoup de sport. J'ai une fille au cheerleading. Je pense qu'ils sont trop jeunes. Elle a beaucoup de drive. Ouais, elle est très autonome. La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Elle est très, elle aussi, tête de cochon. Excusez-moi l'expression, mais c'est sûr que je ne mettrai jamais de pression pour ça. S'ils sentent l'appel, je vais les accueillir. S'ils ne le sentent pas, mon Dieu, pour moi, c'est tellement important qu'ils suivent leur élan de vie. Dans quoi, mhm. dans quoi ils sont bons, dans quoi ils ont des talents. Ouais.
parce que je trouve ça triste de passer sa vie pour quelqu'un d'autre ou pour plaire à papa, maman, tu sais. Ben moi, je l'aurais pas fait, là, tu sais. J'aime beaucoup mon père, j'aime beaucoup ma mère, mais je m'aurais pas consacré à une vie complète dans une entreprise pour leur plaire, là. Peut-être qu'au début, j'ai pu être un peu là-dedans, peut-être inconsciemment, mais Hmm. qui sait, une cinquième génération. David aussi a des enfants. Alors, il y a 3 enfants, 2 garçons, une fille. En même temps qu'on est rendu à la taille d'entreprise que vous avez atteint, euh, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une pérennité que vous voulez assurer. Il y a définitivement une histoire. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite de l'entreprise? C'est une super belle question. Ce que je souhaiterais, c'est que Morneau continue à innover, à sortir des sentiers battus, à pas avoir peur d'être différent. Parce que des fois, Morneau fait les choses différemment, puis ça insécurise. Oui, mais personne ne le fait, puis pourquoi la compétition, ils vont pas là, puis nous, oui, puis, tu sais, à être autonome dans ses choix, à vouloir faire la différence, pas à rester ancré dans ses valeurs. C'est sûr que Morneau va avoir une continuité. C'est une entreprise qui est très florissante, qui a beaucoup de potentiel encore. Tu sais, nous autres, on rêve pour Morneau très, très grand. Euh, alors, je ne sais pas qui va prendre le flambeau dans le temps où David et moi, on va faire autre chose. Mais je souhaite juste qu'elle garde, c'est ça, cette folie-là même, cette créativité-là de voir grand, meilleur humain, meilleur monde. C'est vraiment ça, tu sais, de continuer à se permettre. Tu sais, l'année, au niveau des nouvelles cette année, au niveau du contexte mondial, géopolitique, c'est quand même pas toujours réjouissant, hein. Puis des fois, on se Hmm. dit, ouf, Faut bon, presque pas notre petit. écouter ça. Ouais, ben, tu sais, oui, ben, c'est un peu Ouais, ça. Puis en même temps, on veut se tenir au courant. Ça fait partie de notre évidemment. travail d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. En même temps, tu dis, moi, mon petit grain de sel, là, ma petite entreprise, là, est-ce que vraiment fait. Ben, tu sais, je pense qu'il faut se permettre de continuer à rêver grand. Puis malgré tout ce qui se passe, à suivre cet élan-là de contribuer à une société meilleure. Puis voilà, continuer à servir nos clients. Le transport, là, il va évoluer. Il y a l'électrification qui s'en vient. Et c'est pas les défis qui manquent, là. L'électrification, comment on peut être faire ce métier-là en tenant compte encore plus de tout l'impact qu'on a sur la planète. Fait que, mon Dieu, la feuille de route est infinie tant qu'à moi. Catherine, on achève déjà tranquillement. Le temps passe Oui. bien en bonne compagnie. Quelle est l'empreinte sociale que vous aimeriez laisser? Le groupe Morneau ou Catherine Morneau ou ta famille? Euh, ben, si je retourne aux racines que j'ai parlé tantôt, euh, et qui part aussi de notre prochaine entreprise responsabilisante, je vais revenir un peu à ce que j'ai dit au départ, mais l'empreinte, ce serait vraiment que les gens sentent que Morneau est là pour servir la population, servir les entreprises, que notre service fasse du sens, contribuer à l'essor de notre société, euh, puis qu'on soit vraiment des précurseurs au niveau du monde du travail, qu'on continue à innover par rapport à ce qu'on fait, aux conditions de travail. Euh, je pense que les milieux de travail peuvent être performants et épanouissants. Hmm. Puis j'aimerais ça que Morneau puisse continuer à avoir cet impact-là. Puis la dernière chose, ben, c'est tout le soutien qu'on a aux causes sociales qui nous tiennent à cœur. Ça fait plusieurs années que notre créneau, c'est vraiment la santé, les sports, la prévention de la santé aussi chez les enfants. On a une génération qui s'en vient, là. Puis on la veut en santé comment? Tu sais, on le sait, là, c'est tous ceux qui sont parents, là, et on vit avec les écrans, avec toutes sortes de nouveautés. Puis c'est correct, là, il faut embrasser ça d'une façon ou d'une autre. Mais si on a quelque chose qu'on veut laisser dans Morneau aussi, c'est comment on prépare cette génération-là à tous les défis qui s'en viennent, en soutenant les causes, puis en accompagnant nos enfants pour qu'ils se préparent bien pour ce futur-là. Ouais. Mhm, mhm. C'est pour ça que je me suis fait raser l'année passée, pour Oui, le j'ai vu camp. ça passer, effectivement, que tu avais fait le défi des têtes rasées de Leucan. Oui, Ouais. ça a été formidable. Une des plus belles expériences de ma vie. Ouais. Ben, félicitations pour tout ton engagement social dont tu viens de nous faire la description. Catherine, j'ai envie de faire un petit retour sur des moments que moi j'ai aimé de notre rencontre, en tout cas des petits, comme on dirait en anglais, des takeaways. Ouais. Dans tant qu'en dire en anglais, moi j'aime bien le no bullshit rule. Ça, je trouve que c'est excellent. Ça fonctionne bien avec les Ouais. enfants, ça aussi Oui. quand même.
Entreprise responsabilisante, j'ai Oui, aimé toute notre discussion autour de ça. Toute la vision de grandeur, vraiment. La vision des 4 générations, c'est vraiment, vraiment inspirant. J'aime aussi quand tu as mentionné que l'entrepreneur est très proche de l'artiste. hmm, Alors, ton enfant là, qui est très artistique en ce sur moment, s'il les arts. entend ça, ben, qui garde ses antennes ouvertes, hein, parce que c'est vrai que ça tombe pas bien loin. Et le Oui, sport tombe pas bien loin non plus de l'entrepreneuriat. oui, Souvent, de grands entrepreneurs que nous on rencontre ont déjà été des grands sportifs, sont encore des passionnés de quelque chose. c'est vrai. Désir profond de servir. Moi, ça m'a marqué au fer rouge. Ce que Hmm, tu transcendes quand tu dis ces mots-là, c'est tellement pur et vrai. Et avancer en écoute. J'ai aimé ça, cette tournure de phrase-là, où est-ce que c'est comme si l'écoute est un vecteur de, 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 de discernement. de discernement. Ouais, voilà. Hmm. Fait que ce sont mes takeaways de notre rencontre. Normand? Toujours difficile de passer à Tristan parce qu'il prend 80% des phrases que je voulais dire, mais je vais en rajouter quelques-unes. Moi, un élément qui m'a beaucoup impressionné chez toi, c'est le vocabulaire que tu utilises. Il y a plusieurs entrepreneurs ou personnes en général, pas obligé de réduire ça à l'entrepreneur, Oui, qui vont nous raconter une histoire puis qui vont justement nous parler de leurs valeurs. Mais le vocabulaire qu'ils utilisent ou l'histoire qu'ils nous racontent n'est pas en ligne avec les valeurs. Toi, tu nous parles d'une entreprise libérée, entre autres, tu parles de collaborateurs, tu parles de co-leader, tu parles au nous. Le vocabulaire est présent puis est vivant, il raconte la vraie histoire. Donc ça, c'est vraiment inspirant, ça paraît que tu le sens. Puis, tu connais ton histoire. Et souvent, pour savoir où on veut s'en aller, il faut connaître d'où on vient. Et ça a été une histoire déterminante et marquante qui a été vraiment, qui a inspiré beaucoup de vos décisions. Et encore une fois, d'avoir le courage d'aller vers ça. Hein, quand on est rendu qu'on a 80 ans d'histoire, c'est facile d'oublier là, la 79e année, qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi que c'est important que cette année-là existe. Peut-être qu'elle a été, peut-être pas tant que ça, mais pour vous, c'est clairement vos racines sont ancrées. C'est important de connaître le fruit qui va sortir au bout de ça. Écoute, travaillez fort. On se le fait dire, mais encore une fois, on a la preuve. Puis, tu sais, travailler, c'est pas juste physiquement. c'est pas juste le nombre d'heures non plus. C'est intellectuellement, c'est de prendre des risques, c'est de regarder dans toutes les sphères de notre vie. Et encore une fois, tu nous l'as très bien démontré. Écoute, je te remercie énormément de ta générosité et ta grande ouverture d'esprit de nous parler aujourd'hui. C'est rafraîchissant, puis surtout de savoir que c'est une entreprise de la taille que vous avez qui se permet d'innover au point où vous l'êtes, même dans vos structures de leadership et de gestion. Félicitations. Hey, merci beaucoup. Merci pour ce beau reflet-là. Ça me touche de vous écouter, pour vrai. Ben, fantastique. Alors, c'est sur ce qu'on se laisse, Catherine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous deux.